Bonjour et bienvenue dans notre leçon inaugurale intitulée Dans la peau d'Archimède. Archimède est l'un des plus grands scientifiques de l'Antiquité et étudier son œuvre est de la plus haute importance pour tout élève scientifique. Ce génie hors du commun, et nous verrons bien pourquoi, a réussi avec les moyens du bord des prouesses techniques incomparables pour son époque. Avant de nous lancer dans l'étude de cette œuvre monumentale, je tiens à vous prévenir que nous ne pourrons pas comprendre et apprécier tout de suite les idées archimédiennes, leurs tenants et aboutissants, car il est nécessaire de se plonger dans l'univers grec et de décortiquer les travaux scientifiques de certains prédécesseurs d'Archimède. Entreprise, avouons-le, ambitieuse, méritant un cours à elle seule. Nous essaierons toutefois d'en extraire les idées essentielles. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la quadrature de la parabole à la Archimède, c'est-à-dire d'évaluer l'aire que vous voyez assurée ici. Mais avant de vous donner des frissons et des détails techniques, âme sensible s'abstenir, tâchons d'en savoir un peu plus sur l'homme. Archimède est né dans la ville de Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ, quand la Sicile était une île grecque. Notre regretté grand scientifique est connu par le grand public à travers la fameuse expression « Eureka, Eureka » signifiant « j'ai trouvé, j'ai trouvé ». Rien de plus excitant pour un chercheur, me diriez-vous. Il aurait prononcé donc cette fameuse expression en courant tout nu dans les rues de la ville suite à une découverte étonnante. En effet, proche d'Héron II, le tyran de Syracuse, ce dernier lui confia une mission consistant à débusquer un orfèvre soupçonné d'avoir substitué de l'argent à une partie de l'or dans l'une de ses couronnes. Après plusieurs tentatives infructueuses, c'est dans sa baignoire qu'Archimède trouva la solution à ce problème. Il suffit en effet de mesurer le volume de la couronne par immersion dans l'eau, puis de mesurer son poids afin de comparer sa masse volumique à celle de l'or pur. Archimède serait donc sorti de sa baignoire tout nu en criant victoire. Je tiens toutefois à vous mettre en garde, car les historiens des sciences, spécialistes de la période hellénistique, doutent fort de la véracité de cette légende. Tout simplement parce qu'une telle découverte n'aurait activé qu'une poignée de neurones dans l'immense cerveau d'Archimède. Outre cette anecdote, notre ancêtre est connu pour avoir révolutionné les sciences à bien des égards. En effet, ses recherches concernant le principe du levier et le centre de gravité sont à la base de la mécanique. Ses travaux autour des objets flottants sont considérés comme fondateurs de l'hydrostatique et de l'architecture navale. Nous inspecterons ensemble sa détermination des aires et volumes de figures et solides usuels tels que la parabole et la sphère, ainsi que son approximation du nombre pi. Notons enfin que durant sa vie, Archimède était connu pour ses exploits militaires. Il aurait infligé, à travers ses inventions mécaniques, des pertes colossales à nos amis romains durant le siège de Syracuse. Passons maintenant aux choses sérieuses, et laissez-moi vous rappeler que l'on souhaite ici calculer l'aire ici, en dessous de la parabole définie par la fonction f de x égale à x carré, et qui est située entre le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse petit a. Pour des raisons que j'expliquerai plus tard, cette aire sera dénotée a égale à S entre 0 et petit a de x carré dx. Bien sûr, si vous ne connaissez pas cette notation, ne vous inquiétez pas, cela signifie uniquement pour nous, pour l'instant, l'aire en dessous de la fonction x carré entre 0 et a. Et nous aimerions démontrer que cette aire vaut a au cube divisé par 3. Je tiens à vous rappeler qu'Archimède part seulement de l'œuvre d'Euclide, dans laquelle les seules aires calculables de façon exacte sont celles de polygones, tels que le rectangle qui a une aire qui vaut longueur fois largeur, l'aire d'un triangle qui a une aire base fois hauteur divisé par 2, etc. Nous aimerions donc, à partir uniquement de ces connaissances de base, retrouver l'aire en dessous de la parabole qui ne ressemble en rien à une aire polygonale. Comment alors s'y prendre afin de retrouver a au cube divisé par 3 ? Bienvenue donc dans GeoGebra, l'outil génialissime qui va nous permettre de faire de la géométrie, mais pas seulement, et ce de façon très aisée. En effet, afin de calculer l'aire en dessous de la parabole, il suffit de l'approcher avec des rectangles comme vous le voyez sur cette figure. Ici, le nombre petit a vaut 3,55 et le nombre b que vous voyez ici est le nombre de subdivisions du segment 0a. Et en effet, si on augmente par exemple b égale à 3, on trouve en fait que le segment 0a est découpé en 3 morceaux. Si on augmente b à b égale 4, on obtient 4 morceaux, 5 morceaux, 6 morceaux. Et l'on voit bien en fait que si on prend b très grand, cette aire, l'aire des rectangles, devient de plus en plus proche de l'aire en dessous de notre parabole. Ainsi, pour approcher l'aire en dessous de la parabole, il suffit de calculer la somme des aires de chacun des rectangles.
Allons-y, nous souhaitons ici donc évaluer l'aire de chacun des rectangles. Je vous rappelle qu'un rectangle a une aire qui est égale longueur fois largeur. Et ici, si on subdivise le segment 0A en B parties égales, alors la largeur de chacun des rectangles est égale à A divisé par B très naturellement. Donc ici, on a A divisé par B, ici aussi, on a A divisé par B, ici aussi, A divisé par B, etc. Ainsi, la largeur de chacun des rectangles vaut petit l égale à A divisé par B. Venons-en maintenant à la longueur de chacun des rectangles. On remarque ici qu'on obtient en fait des points x1, x2, x3, etc. Donc ici c'est x1, ici c'est x2, ainsi de suite. Et l'on voit aisément que x1 vaut a divisé par b, x2 vaut 2 fois a divisé par b, x3 vaut 3 fois a divisé par b, et plus généralement nous avons xk qui est égal à k fois a divisé par b. Notre dernier point sera ainsi xb-1, qui est le point qui est ici. Pour b plus généralement, il peut être égal à 1000 si l'on veut, qui vaudra donc b-1 fois a divisé par b. Comment peut-on à partir de là trouver la longueur de chacun des rectangles? En effet, la longueur du premier rectangle qui est ici et le point qui est là, je vous rappelle que ce point-là il est d'ordonnée égale à f de x1, où f est notre fonction définie par l'expression f de x égale à x carré. Ainsi, la longueur que je vais dénoter ici L1 de notre premier rectangle vaut donc f de x1 qui est égal à x1 au carré, mais sachant que x1 vaut a sur b, cela vaut donc a divisé par b le tout au carré. La longueur de notre deuxième rectangle est L2 qui vaut ainsi f de x2, pareil. Et puisque notre fonction est donnée par f de x égale à x carré, cela équivaut à dire que ceci est égal à x2 au carré, et donc du coup 2a sur b, le tout carré. De même pour x3, donc la troisième longueur, elle vaut f de x3. Ici donc 3a divisé par b, le tout au carré. Et plus généralement, la longueur LK de notre kème rectangle vaut donc KA divisé par b, le tout au carré, etc. Récapitulons donc. La largeur de chacun des rectangles vaut petit l donc qui est égal à b divisé par a. La longueur grand LK quant à elle, elle vaut donc KA divisé par b, le tout au carré, et qui est égal à k au carré fois a carré divisé par b carré. Ainsi, donc, l'aire AK du kème rectangle vaut petit l fois grand LK, qui est égal à a divisé par b fois k au carré, a carré divisé par b carré. On voit ainsi que ceci est égal à k au carré fois a au cube divisé par b au cube. Ainsi, l'aire totale des rectangles vaut donc l'aire du premier rectangle plus l'aire du deuxième rectangle plus l'aire du troisième, etc. Autrement dit, l'aire totale des rectangles vaut A1 plus A2, donc l'aire du deuxième rectangle, plus A3, plus AK, plus, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à AB-1. On obtient ainsi 1 au carré fois a au cube divisé par b au cube. Et ça parce que ak vaut k carré fois a au cube divisé par b au cube. Donc j'ai remplacé ici k par le nombre 1. Plus 2 au carré fois encore a au cube divisé par b au cube. Plus 3 au carré multiplié par a au cube divisé par b au cube. Jusqu'à donc b-1 au carré fois a au cube divisé par b au cube. On voit bien que cette expression est factorisable par a cube divisé par b cube. On obtient ainsi donc a au cube divisé par b au cube, facteur de a au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à donc b-1, le tout au carré. Je vous rappelle que l'on aimerait démontrer que quand b devient très grand, c'est-à-dire quand b tend vers plus l'infini, toute cette expression-là tend vers a au cube divisé par 3. Autrement dit, on aimerait voir pourquoi en fait cette expression-là, qui dépend de b, devient égale à 1 tiers quand b est très grand. Je réécris donc les choses proprement et l'expression qu'on aimerait ici évaluer est 1 divisé par b au cube, facteur de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, jusqu'à b-1, le tout au carré. Et je vous rappelle donc qu'on aimerait démontrer que quand b est très très grand, cette expression devient de plus en plus proche de 1 tiers. Allons-y donc, quand b égale 2, cette expression donne donc 1 sur 2 au cube, facteur de 1 au carré, et b-1 ici donc vaut 1, donc ça s'arrête ici, et on obtient ainsi donc 1 divisé par 8.
Si b égale à 3, donc l'expression devient 1 sur 3 au cube, facteur de 1 au carré plus 2 au carré, et après simplification, on obtient 5 divisé par 27. Allez, pour vous faire plaisir, je vais un peu plus loin. Pour b égale 4, j'obtiens donc 1 divisé par 4 au cube, facteur de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, et on obtient ainsi donc 14 divisé par 64, qui est simplifiable en 7 divisé par 32. Si on regarde maintenant les valeurs décimales de chacune des fractions, on voit ici qu'un huitième est égal à 0,125, 5 27e est environ 0,185, et 7 32e est égal à 0,21875. On voit ainsi que les valeurs de notre somme sont de plus en plus grandes et que on peut espérer que quand b est très très grand, cela devient très proche de 0,333333, etc. Le seul problème, c'est que faire ça à la main va nous prendre une éternité. Et ainsi, nous allons utiliser ici l'outil génialissime Python afin d'évaluer cette somme quand b est très grand. Allons-y donc. J'ai écrit ici une petite fonction somme qui va nous sortir la valeur de notre fameuse somme rectangulaire pour n'importe quel nombre b d'ailleurs, mais qui fonctionnera bien plus rapidement qu'à la main. Ici, j'ai nommé S la variable qui contiendra la somme des carrés et notre programme retournera ainsi S divisé par B au cube. Je vous rappelle que double étoile ici signifie puissance. Donc si je fais ça avec somme pour voir si ma fonction fonctionne bien, je fais ça avec somme de B égale à 2 comme tout à l'heure à la main, j'obtiens bien 0,125 qui est la valeur qu'on a obtenue ensemble. Si je fais encore somme de 3, j'obtiens là encore ce qu'il faut. Somme de 4, pareil, tout va bien, je sais que ma fonction tourne bien. Maintenant, j'aimerais essayer ça avec somme par exemple de 100. 0,3 qui ressemble à peu près à un tiers, mais qui n'est pas un tiers bien sûr. Je fais maintenant somme de 1000, vous vous rendez compte que ça à la main franchement c'est infaisable, on obtient 0,33 etc. Et là on voit bien qu'on se rapproche de plus en plus d'un tiers. Je fais somme de 10 000 et j'obtiens ainsi encore un 3 de plus. Somme de 100 000 ou encore 10, je peux dire que c'est 10 à la puissance 5 et j'obtiens 4 3. Somme de 10 à la puissance 6, pareil, etc. L'outil informatique nous permet donc de vérifier nos résultats, mais pour en avoir le cœur net, il va falloir en faire une démonstration mathématique. J'aurais écrit donc notre somme 1 sur b au cube facteur de 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus donc b moins 1 le tout au carré, qui peut encore s'écrire sous la forme 1 au carré divisé par b au cube, plus 2 au carré divisé encore par b au cube, plus jusqu'à ce qu'on arrive à b moins 1, le tout au carré divisé par b au cube. Et on peut en fait réécrire ça sous la forme donc 1 sur b fois 1 divisé par b le tout au carré, plus 1 sur b fois 2 sur b le tout au carré, plus donc 1 sur b fois b moins 1 le tout divisé par b, le tout au carré. Alors je fais cette transformation pour une raison bien précise. Ceux qui pensent que je vais donner une preuve algébrique que cette somme tend vers un tiers vont être un tout petit peu déçus, car je vais donner une visualisation géométrique de cette somme et l'on verra bien très facilement pourquoi cela tend réellement vers un tiers. Mettez donc vos ceintures car cela risque de choquer la sensibilité de certains d'entre vous. Avant d'évaluer cette somme qui est ici, nous allons évaluer une somme qui est semblable. Il s'agit de 1 divisé par b fois 1 divisé par b, plus 1 divisé par b fois 2 divisé par b, plus 1 divisé par b fois 3 divisé par b, jusqu'à ce qu'on arrive à 1 divisé par b fois b moins 1, le tout divisé par b. Vous remarquez ici que la seule différence entre les deux sommes, c'est que j'ai enlevé les carrés. Ainsi, nous verrons ensemble géométriquement pourquoi cette somme se rapproche de plus en plus de 1,5 quand b est très grand. Je réécris donc ma nouvelle somme au propre ici, donc c'est 1 divisé par b multiplié par 1 divisé par b, plus 1 divisé par b fois 2 divisé par b, plus 1 divisé par b fois 3 divisé par b, etc. jusqu'à 1 divisé par b fois b moins 1, le tout divisé par b. Prenons maintenant un carré de côté 1 et je prétends en fait que la somme que vous voyez ici est exactement l'aire des rectangles que l'on voit là. En effet, imaginons qu'on a subdivisé ce côté-là en b parties égales. On obtient ainsi ici une longueur égale à 1 divisé par b. Et par la même occasion, du coup, ici aussi 1 divisé par b. Et l'aire du carré que l'on voit ici est en fait 1 divisé par b fois 1 divisé par b, qui est ce terme ici.
Si on va un tout petit peu plus loin, on voit ici que l'aire de ce rectangle qui est ici est 1 divisé par b, qui est la largeur, mais la longueur, cette fois-ci, elle vaut 2 divisé par b, et on obtient ainsi que l'aire de ce rectangle qui est ici vaut 1 divisé par b fois 2 divisé par b, qui est le terme que vous voyez ici. De même, ici, la largeur est 1 divisé par b, et la longueur, cette fois-ci, c'est 3 fois divisé par b, d'où l'aire qui est ici, 1 divisé par b fois 3 divisé par b, etc. Nous aimerions voir maintenant ce qui se passe quand b devient très grand, et pour ce faire, retour à notre super outil GeoGebra. J'ai ici un curseur qui définit le nombre de subdivisions, et quand j'augmente ce nombre, regardez ce qui se passe. Le tout tend vers la moitié du carré, qui a une aire qui est égale à 1 sur 2, puisque l'aire de ce carré vaut 1 au carré qui est égal à 1. Incroyable, n'est-ce pas? Nous venons donc de visualiser pourquoi si b devient très grand, donc b tend vers plus l'infini, cette somme ici tend vers 1 divisé par 2. Revenons maintenant à notre somme initiale qui est 1 sur b fois 1 sur b le tout au carré, plus 1 sur b multiplié par 2 sur b le tout au carré, plus 1 sur b multiplié par 3 sur b du coup le tout au carré, plus 1 sur b fois b moins 1 le tout divisé par b le tout au carré. Nous aimerions de même donc visualiser cette somme. Et ce que la figure de tout à l'heure nous suggère, c'est qu'avec des carrés, nous devrions pouvoir dessiner ceci en 3 dimensions. En effet, on commence par prendre un cube de côté 1 sur b ici, et l'on voit aisément que le volume de ce cube c'est 1 sur b au cube, ou encore c'est 1 sur b multiplié par 1 divisé par b le tout au carré. C'est-à-dire, comme vous l'avez pressenti, le terme qui est ici. Maintenant, si on rajoute une marche de plus, on voit aisément que le volume de ce parallélépipède rectangle vaut 1 sur b fois 2 sur b le tout au carré. Et ça, c'est parce que ce côté-là, il vaut 2 sur b. Ce côté, c'est pareil, il vaut 2 sur b. Et la hauteur ici, elle vaut 1 divisé par b. Et on obtient ainsi donc le terme qui est là. Ainsi, pour obtenir toute la somme qui est ici, il suffit de rajouter de plus en plus de marches jusqu'à ce qu'on obtienne le dernier terme qui est là. Et l'on voit bien qu'on obtient une sorte de pyramide inscrite dans un cube. Maintenant, ce qui se passe, c'est que si l'on prend b très grand, la figure qui est ici va ressembler à celle-ci. Et j'espère que vous savez que le volume d'une pyramide inscrite dans un cube, comme celle-ci, vaut le tiers du volume du cube. C'est-à-dire si a est le côté de notre cube, alors le volume de la pyramide, c'est a au cube divisé par 3. Et ceci car le volume du cube vaut a au cube, et le tiers vaut donc a au cube divisé par 3. En particulier, dans notre cas, a vaut 1, et cette expression évaluée quand a vaut 1 vaut 1 tiers. Bingo! On a donc visualisé ici que cette somme tend vers 1 divisé par 3 quand b devient très grand, c'est-à-dire quand b tend vers plus l'infini. Bien sûr, je vois que vous n'êtes pas convaincu pourquoi le volume de cette pyramide inscrite dans le cube est le tiers du volume du cube. Et pour s'en convaincre, je vous ai fait une petite animation GeoGebra pour voir pourquoi le volume de cette pyramide est le tiers du volume du cube. Super. En réalité, il existe des manières algébriques pour démontrer ce résultat, c'est-à-dire que notre somme tend vers un tiers, que nous exploiterons bien sûr dans d'autres vidéos. Mais ici, je voulais que vous voyiez l'intérêt de faire un petit dessin qui permet de voir ce qui se passe réellement. L'idée de faire des dessins pour exprimer des identités algébriques est vieille comme le monde. On retrouve les premiers dessins par exemple dans Euclide. Toutefois, l'idée de dessiner des sommes de carrés et de cubes, et plus généralement des sommes Qayyem, sort de la tête du grand génie du monde médiéval arabo-musulman Ibn al-Haytham, et l'on consacrera une vidéo ou deux pour parler de ses travaux. A-t-on alors démontré que l'aire en dessous de cette parabole vaut a au cube divisé par 3 ? En réalité, pas encore. Tout ce qu'on a démontré, c'est que l'aire des rectangles est plus petite en réalité que l'aire en dessous de la parabole. Mais cela ne signifie pas malheureusement que si b est très grand, l'aire de la parabole est égale à l'aire des rectangles en dessous de cette parabole. Retournons donc à GeoGebra et regardons ce qui se passe réellement. Ici donc je prends b très petit, et donc je vois bien que l'aire des rectangles est en dessous de l'aire de la parabole, mais quand je prends b très grand, visuellement j'ai l'impression que cette aire coïncide avec l'aire de la parabole. En réalité c'est pas vrai, puisque si je fais un petit zoom, regardez ce qui se passe, donc je zoome ici, tac, tac, je vois bien qu'en fait, cette aire n'est pas en réalité égale à l'aire de la parabole, mais s'approche de plus en plus de l'aire de la parabole, ce qui n'est pas exactement la même chose. Cette difficulté technique n'échappe pas évidemment au brillantissime esprit de notre cher Archimède.
Et donc ce qu'il va faire, c'est d'approcher l'aire de la parabole supérieurement, c'est-à-dire par des rectangles qui dépassent la parabole. Ainsi, quand on augmente le nombre b ici, on voit bien que cette aire se rapproche là encore de plus en plus de l'aire de la parabole. On a l'impression d'ailleurs qu'elle coïncide avec cette aire dès que b est très grand. Archimède en déduit donc que l'aire de la parabole est plus grande que l'aire des rectangles inférieurs, mais plus petite que l'aire des rectangles supérieurs. Archimède démontre au passage que cette aire supérieure tend elle aussi vers a au cube divisé par 3 quand b est très grand. On sait aussi que cette aire inférieure tend vers a au cube divisé par 3 quand b est très grand. Et l'on déduit ainsi que l'aire de la parabole doit être égale à a au cube divisé par 3 puisqu'elle est encadrée par a au cube divisé par 3 de part et d'autre. Notre première vidéo touche bientôt à sa fin, et pour être franc, je n'ai pas été totalement fidèle à l'esprit archimédien. Ne m'adressant pas à des érudits, j'ai préféré vous montrer un peu de paysage mathématique avec la machine d'Archimède, avant de pouvoir la décortiquer. Cette façon de faire soulève beaucoup de questions savantes, et l'une d'elles par exemple, qu'est-ce que cela peut bien signifier que cette aire ici vaut a au cube divisé par 3? J'aurais pu par exemple lui associer le nombre a carré divisé par 4. Enfin, qu'est-ce qui m'empêche d'associer le nombre a carré divisé par 4 à une région du plan? Par ailleurs, pourquoi est-ce que l'aire d'un rectangle vaut-elle longueur fois largeur? Cela nous emmène donc vers la question, quelle est la signification réelle de calculer ou de mesurer l'aire d'une partie du plan? Et pour ceux qui connaissent un peu d'analyse, j'espère que vous avez reconnu ici deux suites adjacentes. L'une bien sûr est croissante, l'autre est décroissante, et qui tendent vers une même limite. C'est la fin de notre vidéo, et nous reviendrons bien sûr sur ces questions plus tard. Merci pour votre écoute.